Au début, c'était principalement un jeu, un défi. Ensuite, ça s'est un petit peu transformé en ego. Mais bon, avec le temps, on se rend compte que par rapport aux risques qu'on peut prendre, tout ça, c'est assez futile. Du coup, ça devient principalement pour l'argent. La personne que vous venez d'entendre, c'est un hacker. Je ne peux pas vous dire comment je suis entrée en contact avec lui, dans quelle langue on a échangé, ni vous donner plus de détails sur son profil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un membre de Lapsus, un groupe de pirates informatiques qui revendique des cyberattaques contre de grandes entreprises comme Samsung, Uber ou encore Engie. Bref, en matière de vol de données, ils s'y connaissent. On vend globalement plusieurs centaines de gigas ou terras. Concernant notre groupe, ça rapporte des millions. Le vol de ces données numériques explose. C'est une cyberattaque inédite qui concerne 43 millions de Français. C'est une déclaration de guerre, c'est une épidémie. Les fuites de données, j'en entends parler tous les jours. Ça concerne des ministères, des hôpitaux, des fédérations sportives, des partis politiques, des administrations, des entreprises, tout le monde y passe. Ces données, ce sont les vôtres. Votre numéro de téléphone, votre adresse, vos informations bancaires et même votre dossier médical. Aujourd'hui, tu peux mentir à tes potes, à tes parents, à tout, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, ce sont tes données. Mais alors, qui se cache derrière toutes ces fuites de données et à qui est-ce que ça profite vraiment ? Le mois dernier, j'ai reçu 2 mails un peu flippants, et peut-être que vous aussi. Le premier, c'était un mail de l'ANTS qui me signalait un incident de sécurité. Alors l'ANTS, c'est le service public qui gère tous vos papiers officiels. J'apprends alors que certaines de mes données personnelles ont fuité. Et en faisant quelques recherches, je me rends compte que c'est un hacker qui se cache derrière une photo de Pablo Escobar qui revendique cette cyberattaque. Il prétend avoir exfiltré les données de 18 à 19 millions de personnes et affirme avoir repéré des failles de sécurité. Le gouvernement français ferait mieux de se cantonner aux arts culinaires. Leurs défenses informatiques sont aussi friables que leurs croissants. Le deuxième mail, je le reçois quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, c'est ma mutuelle qui m'informe que mon numéro de sécurité sociale a peut-être fuité. Dans les 2 cas, je suis invitée à être vigilante, surtout si je reçois des appels ou des messages suspects. Vous savez, ce genre de messages-là. Mais c'est tout. Je n'ai rien à faire, aucune démarche à accomplir. Et c'est, tu vois, ce type de message qui, je pense aussi, constitue à banaliser ces fuites de données, alors qu'elles ne sont pas du tout banales. Lui, c'est Sax, il se présente comme un hacker éthique et il a clairement fait de la prévention et de la lutte contre les fuites de données son combat. Il y a quelques semaines, je lui ai donné rendez-vous à la rédaction. Avant de le retrouver, je lui ai envoyé le numéro d'un de mes proches, sans lui préciser ni son nom, ni son prénom, ni quels sont nos liens. Je voulais savoir ce qu'il était capable de trouver comme information en partant d'un simple numéro de téléphone. Bon ben, j'ai pas été déçue. Waouh. T'as vraiment toute son... Ouais, absolument, absolument tout. Il y a presque toute sa vie privée. On a sa date de naissance, je sais aussi d'où il est, donc de sa région. En plus de son nom, prénom, j'ai son adresse mail qu'il utilise un peu partout, le nom de son ancienne petite amie, de son ancienne compagne. Ah ouais, Bah, ça c'est sa grand-mère. Bon, bah écoute, petit bonjour à j'espère que vous vous portez bien. J'ai son RIB, vu qu'il fait aussi partie, hélas, d'une fuite de données dont on a beaucoup parlé en 2024, qui est la fuite de données de Free. Je sais qu'en 2013, il s'était ouvert un compte sur un site de rencontre. Sur un site de rencontre. Je vois aussi tout un tas d'autres commentaires qu'il a pu laisser en 2020. Ça, c'est tous les avis en fait Google qu'il avait postés. Okay. Et bah, mine de rien aussi, les avis Google, on peut se dire, ouais, c'est juste un avis Google. Non, bah oui, mais 6 mois derrière, ça dit des choses de toi. Ah bah ça dit énormément. Ça vient un peu moins me conforter qu'il est un peu dans ce côté-là où il fait vraiment beaucoup de choses avec des potes, parfois de gros groupes. Donc c'est-à-dire que si demain je devais un peu le cibler, ou te cibler, je passerais peut-être aussi par ce groupe de potes. Je vois qu'il aime beaucoup faire la fête. Voilà, donc ça commence à me donner aussi un profil psychologique de... Ok. Et je rappelle tout ce que je suis en train de te montrer. C'est de l'osint en fait, aucun si tu l'as trouvé moment facilement. Donné, je suis allé pirater directement. Ce type de fiches aujourd'hui, elles se revendent sur le dark web. T'as des gars qui mettent en place... sur le dark web. Sur le dark web ou sur des sites. Par exemple, tu peux payer 10 balles, 15 balles. Et sur ces 10 balles, 15 balles, tu vas peut-être avoir 2-3 crédits. Ça va correspondre au fait de pouvoir faire une recherche et d'avoir toutes ces informations. On se connaît pas, tu vois, toi et moi. Je t'ai juste filé un numéro de téléphone, je suis devant ça et je suis en mode ça me fait chier que t'aies cette info en fait. Il y a rien à cacher, mais tu vois, mais là t'as pas à avoir cette information-là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est pas vraiment une question de je n'ai rien à cacher, mais c'est surtout j'ai tout à protéger. De prendre une autre personne, ça peut être, en tout cas qui est proche de toi, ça permet de déplacer parce que quand c'est aussi, soit on a peut-être aussi une autre vision, on ne se rend pas compte que parfois on partage la vie de certaines personnes et ces personnes-là aussi peuvent être totalement touchées. Nos données, c'est tout ce qui permet de nous identifier. Un nom, un prénom, un visage, une voix, des coordonnées. Mais c'est aussi une adresse IP, un historique de navigation, des données de localisation et pas mal d'autres informations qu'on laisse chaque jour en utilisant Internet. Aujourd'hui, je pense, y compris toi, y compris les gens qui nous regardent, doivent peut-être donner plus de choses à des IA comme ChatGPT, comme Claude. Voire même ces IA-là vont venir se substituer soit
à ton psy, Ouais. à ton docteur, voire même en fait être un peu ton confident côté cœur quand tu as un peu des soucis, alors que les gens ne se rendent pas compte que peut-être ces informations-là, demain, d'une manière ou d'une autre, se retrouveront exposées. Donc imagine un peu qu'on aille dans tout ton historique de conversation. Ça se revendrait combien, une fiche comme ça Le prix d'une fiche, le prix des données qui vont être piratées va dépendre de la qualité de la donnée. Et d'à quel point le fichier est complet. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler d'un prix moyen, ça n'a Pas forcément beaucoup de sens. C'est ça, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut commencer à taper quelques dizaines d'euros. Ok. Puis je vais commencer à monter à quelques centaines d'euros. C'est pas grand-chose quand même. J'arrive. Je vais commencer à monter à quelques centaines d'euros si je parviens à mettre tout ça dans une fiche unique avec le nom de sa conseillère bancaire, son RIB, son agence. Je vais commencer encore à monter un peu plus si éventuellement il y a les données de santé. Pire encore si, au niveau de ses parents, de sa grand-mère, de sa fratrie, je trouve des informations. Si je retrouvais peut-être l'adresse email dans une plateforme de crypto-monnaie, ah bah là ça monte en flèche. L'information, elle se monnaie, elle s'échange, elle se revend. Plus elle est sensible, plus elle a de la valeur, et ça attire du monde. Les données que Saks a récupérées, ce sont des données qu'on donne souvent nous-mêmes, pour s'inscrire sur une application, prendre un rendez-vous médical ou tout simplement faire ses démarches administratives. Sauf que parfois, les entreprises et les administrations à qui on les confie se font pirater. Plus de 2000 sociétés ont été touchées par un virus, dont quelques grands groupes français, à chaque fois le même mode opératoire, un écran noir, ainsi qu'une demande de rançon. Ces fuites, elles révèlent de sérieuses vulnérabilités en matière de cybersécurité. Alors, bien sûr, il y a les pirates qui agissent sur les ordres de gouvernements, comme la Russie ou la Chine. Et d'après l'ANSSI, les tensions géopolitiques, c'est l'une des raisons de l'augmentation des cyberattaques en France. Mais toutes ne sont pas motivées par des États. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas forcément de grandes compétences techniques pour trouver des failles dans les systèmes de sécurité informatique. Derrière la vague de cyberattaques à laquelle on assiste, il y a aussi une nouvelle génération de hackers, souvent très jeunes. Si on reprend l'exemple du piratage de l'ANTS, c'est un mineur de 15 ans qui a été interpellé. On se dit, mais comment un enfant ou un jeune de 15 ans peut arriver à faire ça ? Oui, non seulement ils savent le faire, et c'est malheureusement assez courant. Vol de données ANTS, interpellation d'un suspect, il a 15 ans. Ce n'est pas un prodige, c'est un signal. La menace cyber se banalise. À nous collectivement d'élever notre niveau de cyber-résilience. Avant ça, c'est le hacker Exdex qui a été mis en examen. On découvre alors le profil d'un homme âgé d'une vingtaine d'années, maraîcher de profession, qui n'a pas de compétences poussées en cybersécurité. On a des hackers aujourd'hui qui se forment tout seuls et qui se forment encore plus à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui est le cas de mon client. Ce sont très souvent des profils jeunes, des profils qui ont envie de prouver quelque chose, des profils isolés, qui vont trouver dans cette société virtuelle, dans cette société numérique, une forme de valorisation. Et c'est très compliqué de sortir de cette espèce de bulle. C'est la raison pour laquelle mon client a été très content que ça s'arrête, parce qu'il y a une forme d'engrenage. Vous ne savez plus comment vous en sortir. L'affirmation de soi, la reconnaissance, la recherche de valorisation, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le profil de ces jeunes hackers. Avant l'argent, il y a l'ego. C'est aussi ce que m'explique un membre de Lapsus, un groupe de pirates informatiques qui s'attaque à de grandes entreprises, extorque leurs données et les revend. Au début, c'était principalement un jeu, un défi. Ensuite, ça s'est un petit peu transformé en ego. Mais bon, avec le temps, on se rend compte que par rapport aux risques qu'on peut prendre, tout ça, c'est assez futile. Du coup, ça devient principalement pour l'argent. Quand on publie des données gratuitement et publiquement, c'est soit parce qu'on n'arrive pas à vendre des données, ou alors tout simplement pour attirer un peu plus de médias autour de notre site afin qu'ils ne soient pas oubliés ou qu'on soit toujours pris au sérieux. Comment vous choisissez les entreprises et les victimes que vous allez cibler ? Est-ce que c'est de l'opportunité ou il y a d'autres choses qui rentrent en compte ? Alors c'est un peu un mix des deux, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités avec les gens avec qui on travaille, les données qu'on arrive à récolter et qu'on arrive à exploiter. Bon, et puis parfois, vos données, vous les faites fuiter vous-même sans vous en rendre compte, en téléchargeant des infostealers par exemple. Ces logiciels malveillants, on peut les voir comme des espions, des sortes de pickpockets numériques. Vous les téléchargez sans le vouloir et sans le savoir. Ils récupèrent vos identifiants, vos mots de passe, et vous ne le remarquez pas. Ils peuvent se cacher derrière de fausses mises à jour, des pièces jointes, des modes de jeu piratés ou un crack, par exemple. Tu as eu pas loin de 10 millions de données d'enfants, donc dans le sport scolaire qui ont été piratés, c'est l'UNSS. Et à la base de ça, ça vient d'un monsieur qui a l'Académie de Bordeaux. Ses identifiants se font usurper. Son mot de passe, c'était France 98. C'est le même mot de passe qu'il utilisait partout. Et c'est ce mot de passe, son identifiant, qu'il utilise pour se connecter sur la plateforme de l'UNSS et de se faire pirater. Et tout ça part d'un infostealer, quoi. Bon, jusqu'ici, on a parlé de la valeur de nos données et de ceux qui les dérobent. Mais concrètement, ces données, si elles sont aussi précieuses, c'est parce qu'elles ont une utilité.
Il y a ceux qui volent nos données et puis il y a ceux qui les achètent. C'est une information qui peut être utilisée autant par les entreprises, donc elle est précieuse pour les entreprises. C'est ce qui va leur permettre de vendre, de pouvoir estimer votre comportement, de pouvoir mettre en place des offres personnalisées, donc s'assurer que le consommateur consomme. Donc c'est pas pour rien en fait que les entreprises commerciales également collectent des données, alors normalement de façon légale évidemment, et c'est un moyen magnifique pour les cybercriminels de pouvoir en fait organiser des actions pour pouvoir justement vous subtiliser de l'argent. Oui, parce que c'est notamment grâce à ces fuites de données que des cybercriminels vous inondent d'appels et de messages frauduleux et peuvent se faire passer pour votre conseiller bancaire ou prétendre être chez vous pour vous livrer un colis. Concrètement, ces fuites, elles viennent doper les arnaques en ligne. Toutes ces données, elles peuvent aussi servir à usurper votre identité. Et avec votre identité, on peut faire beaucoup de choses. Ouvrir un compte bancaire, demander un emprunt, souscrire des contrats ou des abonnements. Et puis, il y a aussi des risques physiques. Je pense notamment aux dernières fuites de données qui ont touché 3 opérateurs de tourisme. Vous avez des millions de Français qui sont touchés avec quelque part l'agenda, le calendrier de leurs vacances. Vous avez le guide Michelin pour les cybercriminels des maisons, des appartements qui vont être vides à des périodes données. Alors on peut bien évidemment imaginer qu'il peut y avoir des cambriolages organisés qui vont avoir lieu. En octobre 2025, c'est la Fédération française de tir qui a été victime d'un piratage de son système informatique. Résultat, les données personnelles de 250 000 adhérents actuels et 750 000 anciens adhérents ont été dérobées. On a identifié entre 20 à 30 cambriolages dont on peut penser qu'ils sont directement liés à des données qui ont été vendues sur le darknet. Les fuites de données alimentent aussi une autre criminalité, les cryptorapts. Car là où les criminels visaient auparavant surtout des entrepreneurs ou des influenceurs connus dans le monde de la crypto-monnaie, ils s'attaquent désormais aussi aux détenteurs anonymes qu'ils identifient grâce aux fuites. Selon le ministère de l'Intérieur, 67 agressions liées aux crypto-monnaies ont lieu en 2025. Et rien qu'entre janvier et mai 2026, 45 agressions ont été recensées. On a eu le kidnapping de personnes à la tête d'entreprises, notamment Ledger, à la tête d'entreprises qui gèrent des crypto-monnaies. On a eu le kidnapping ou le harcèlement de familles autour, avec quand même des conséquences physiques assez graves, et je parle même pas du traumatisme. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous avez une fuite de données, vous pouvez autant craindre pour les arnaques qu'il va y avoir sur l'espace numérique que pour votre sécurité aussi dans l'espace physique. En avril 2026, le hacker derrière le piratage de la NTS revendique 18 à 19 millions de données volées. Quelques mois plus tôt, en janvier, c'est le fichier des comptes bancaires qui a été la cible d'une attaque. Résultat, 1,2 million de comptes exposés grâce au vol des identifiants de connexion d'un fonctionnaire. Avant ça, en mars 2024, le piratage de France Travail a exposé les données de 43 millions de personnes. Alors face à ces chiffres, on peut se poser une question. Est-ce que l'État centralise des données qu'il n'est en réalité pas capable de protéger? L'actualité prouve que nos données ne sont pas sécurisées, et autant du point de vue du secteur public que du secteur privé. Finalement, aucun des deux n'a plus réussi à protéger nos données. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, quand elle se fait attaquer, vous en avez des centaines des requêtes par jour. On parle évidemment que des trains qui arrivent en retard, mais vous avez plein d'entreprises aujourd'hui qui arrivent à tenir finalement face à ces centaines de requêtes par jour et qui arrivent à protéger vos données. Mais vous avez également des entreprises qui se sont retrouvées dans la situation où des millions de données sensibles ont fuité. L'État, lui, se doit également, il a une position où il se doit aussi de protéger les données de ses concitoyens, tout simplement parce qu'il en collecte beaucoup, donc il doit se les protéger. Selon le Premier ministre, depuis le début de l'année 2026, la France enregistre en moyenne 3 vols de données par jour. En 2025, la CNIL a enregistré plus de 6000 violations de données. Cet organisme chargé de veiller à la protection des données personnelles parle d'une augmentation record et a annoncé prévoir plus de contrôles et plus d'amendes sur les manquements liés à la cybersécurité des entreprises et des administrations. Selon la CNIL, près de 80% des violations de données de grande ampleur en 2024 ont été rendues possibles par l'absence d'authentification multifacteur. Début mai, la sénatrice UDI Nathalie Goulet a demandé l'installation d'une commission d'enquête sur les cyberattaques et les fuites de données. Il y a quelques semaines, j'alertais sur le piratage en masse des données à NTS et autres France Connect devenues France Passoire. À quel point c'est particulièrement critique en France aujourd'hui? On est malheureusement premier en Europe sur les fuites de données. Mais on est le pourquoi pays le plus touché en Europe et le deuxième dans le monde derrière les États-Unis. Et est-ce qu'on est le pays le plus touché parce qu'on fait tout mal en termes de protection des données, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a plus d'intérêt stratégique entre guillemets à aller taper des données de Français? On n'est pas plus mauvais que ça en France. Aujourd'hui en France, on a vraiment de superbes boîtes. On a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui fait un travail fou. Tu as 2 niveaux de cybersécurité, de protection des données en France.
T'as un premier niveau pour des grosses boîtes qui parfois ont les reins solides, ont de la thune à mettre sur la table, parce que faire de la cybersécurité, en fait, ça coûte de la thune. Autre chose aussi, c'est que tu as aujourd'hui ce qu'on appelle une dette technique. Parfois, tu as des systèmes qui sont vieux de très longtemps, parfois aussi tu as des gens qui sont pas compétents, qui sont à des postes, qui n'y comprennent rien à ça, ils sont juste là parce que avancement naturel, mais ils sont pas vraiment des spécialistes. Pire encore, ils n'écoutent pas leurs équipes, parce que tu as des équipes techniques qui sont vraiment hyper calées, mais lorsque tu vas parler ensuite à des grands patrons ou à ta direction, elle ne t'écoute pas. Quand vous avez une entreprise comme Free qui fait fuiter des données, en tout cas qui se retrouve dans cette situation-là, c'est pas tellement l'État qui est responsable, c'est vraiment l'entreprise qui devait mettre en place un certain nombre de garde-fous. Et c'est là où la commission d'enquête est extrêmement importante, parce que ce qu'on doit déterminer, c'est est-ce que cette fuite, elle est issue d'une erreur ? Est-ce qu'elle est issue peut-être de moyens qui n'ont pas assez été mis en place pour protéger les données des consommateurs ? Ou est-ce que finalement, c'est simplement aussi la situation qui existe, qui est qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe plus ? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la lumière de toutes ces fuites de données en France, ce ne soit pas un sujet privilégié des candidats, notamment à la présidentielle. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de candidat qui mette ça sur son programme, alors qu'au même titre que la sécurité physique, c'est un sujet dont on parle beaucoup, il faut également parler de la cybersécurité. Il arrive aussi que des cybercriminels revendiquent de fausses fuites de données, c'est-à-dire de données fictives ou issues de précédents piratages. En 2025, seulement 40% des fuites étudiées par l'ANSSI étaient avérées. Et ça m'a intriguée. Parce que ça veut dire que nos données sont si précieuses que la simple crainte qu'elles aient fuité peut suffire à déstabiliser une personne, une entreprise, voire un État. À quoi ça sert de revendiquer s'être emparé des données d'une certaine entreprise, par exemple, ou d'une administration, alors que c'est pas le cas? Pour plein de raisons différentes. La première, ça peut être aussi pour entacher la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, vous l'avez très bien vu, c'est extrêmement médiatisé. Dès qu'une entreprise a des fuites de données, aujourd'hui, on informe le public de ces fuites de données-là. Et donc, ça peut venir toucher la réputation de l'entreprise et potentiellement, on peut aller un peu plus loin, peut-être tanker ses résultats au niveau boursier, puisque les deux sont liés. Après, vous avez d'autres raisons derrière, notamment le fait de tester le système de l'entreprise. Parce que quand vous faites ce genre d'allégations, l'entreprise ne peut pas juste répondre non, elle est obligée de mettre en place des enquêtes, d'ouvrir potentiellement une cellule de crise, d'avoir en fait des actions concrètes pour vérifier si ces données ont fuité et d'où provient cette fuite. Et donc forcément, ça peut être aussi pour le cybercriminel le moyen de tester les systèmes, voir comment ils réagissent, voir comment ils se mettent en place. Vous l'avez compris, aujourd'hui la question n'est plus vraiment de savoir si vos données vont fuiter, mais plutôt de savoir ce qui a fuité et comment s'adapter pour mieux protéger nos informations personnelles. Certes, on n'a pas vraiment la main sur toutes les données qu'on confie aux entreprises et aux administrations. Mais il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle dans nos usages numériques au quotidien. Et non, ça n'implique pas de couper Internet et d'aller vivre dans la forêt. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être un paranoïaque pragmatique. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit, on ne peut pas faire sans. C'est quoi un paranoïaque pragmatique ? Un paranoïaque pragmatique, c'est quelqu'un qui va mettre finalement des gestes de bonne hygiène quotidienne qui, honnêtement, ne sont pas extrêmement contraignantes, mais qui, mises bout à bout, peuvent vraiment vous permettre de passer à travers les filets de l'ensemble des arnaques qui vont venir sur votre chemin. La première, c'est ne jamais cliquer sur un lien. Vous recevez un SMS qui se fait passer pour votre banque, pour votre assureur, vous recevez un mail, et bien vous ne cliquez jamais sur un lien, même si vous êtes persuadé qu'il s'agit de votre banquier. Vous allez directement sur le site officiel de votre banque, de votre assureur, de votre magasin sur lequel vous avez commandé votre objet, vous allez sur votre compte personnel et vous vérifiez l'état de votre livraison, l'état de votre compte, l'état de la situation. Mais vous ne cliquez pas, vous partez du principe systématiquement que ça peut potentiellement être une campagne de phishing. Vous rajoutez 2 clics en parallèle pour ouvrir une page et tout de suite déjà vous êtes beaucoup plus protégé. La deuxième chose, c'est de mettre en place en fait la double authentification. Vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone physique, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on vous enlève votre téléphone pour pouvoir accéder à ce code-là. Ça complique beaucoup la tâche. Ça complique la tâche. Alors, il y a des procédés extrêmement complexes, attention, qui permettraient potentiellement de récupérer ce code. De toute façon, tout est pénétrable. Exactement. En fait, finalement. Il faut partir de ce principe-là. Quand vous recevez un SMS qui dit « Vous venez de vous connecter à votre compte, mettez le code », si c'est pas vous, déjà, vous savez que votre mot de passe a fuité. Le troisième, je le disais tout à l'heure, c'est l'une des dérives, c'est qu'on a cette tendance à utiliser le même mot de passe. Et je le comprends parfaitement, parce qu'avant, on avait besoin d'un mot de passe pour un compte. Aujourd'hui, on est inscrit sur tellement de pages différentes, on a des comptes partout, qu'on peut pas justement garder en tête l'ensemble des mots de passe extrêmement complexes qu'on demande pour ne pas le retrouver. Et donc, on utilise par habitude, par confort, le même mot de passe. Passer sur un gestionnaire de mots de passe. Mais puisque tout peut être piraté,
est-ce qu'il n'y a pas un risque que mon gestionnaire de mot de passe il soit piraté aussi? Certes, c'est toujours un risque, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est comme le risque justement d'utiliser le même mot de passe, que vous n'allez pas pouvoir avoir 30 mots de passe en tête différents, tous aussi complexes les uns que les autres. Donc en fait, la question, c'est quel est le moindre mal? Mais alors, est-ce qu'au fond, on n'a pas un peu perdu le contrôle de nos données et donc d'une certaine façon de notre vie privée? La réalité, c'est qu'on vit dans cet univers qui est extrêmement digitalisé. Vous allez avoir des administrations publiques aujourd'hui sans lesquelles vous ne pouvez pas fonctionner et sur lesquelles vous êtes obligé de donner des informations, en plus des informations très très sensibles. Une donnée peut vivre très longtemps, c'est-à-dire qu'une donnée peut fuiter en 2020 et puis être réutilisée en 2025. Vous avez oublié cette fuite de données, vous avez potentiellement oublié que vous étiez concerné, mais la donnée est toujours là, elle est toujours vendue d'un broker à un autre, d'un cybercriminel à l'autre, elle est toujours utilisée pour essayer justement de vous manipuler ou vous arnaquer. Nos arrière-grands-parents, ils conduisaient bourrés parfois, ils conduisaient sans ceinture. C'est à force d'avoir des campagnes choc dans les médias, d'avoir des campagnes d'affichage, que le débat public se saisisse de ce sujet, que petit à petit les mentalités ont changé. Alors que lorsque tu prends aujourd'hui le numérique, et pourtant on utilise tous le numérique. On n'en est pas là encore. On est même très loin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et à me signaler des sujets que vous aimeriez que je creuse dans les semaines à venir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut et moi je vous dis à très vite.